problèmes structurels. Et en tant que problème structurel, s'attendre à ce que les solutions ne soient pas simples. S'attendre à ce que la solution s'inscrive dans la durée. Et dans cette durée-là, il faudra effectivement peut-être agiter beaucoup de domaines, pour ne pas dire des dimensions. Je crois, de mon point de vue, qu'il y a entre autres dimensions, une dimension sociétale. Il y a une dimension managériale. Il y a une dimension pédagogico-didactique. Et il y a une dimension pratique effective de classe. Chacun de ces aspects devrait pouvoir être interrogé, prendre sa part de responsabilité dans le phénomène, et donc essayer de voir comment apporter des remédiations. Si on peut développer, on peut continuer. Un aspect sociologique, la science, depuis hier on a cessé de le dire, a ses exigences. Toutes les disciplines d'ailleurs ont des exigences, mais encore plus la science. Parce qu'elle demande investissement, permanence dans l'investissement, assiduité dans l'investissement. Ce qui de plus en plus devient à la limite difficile à avoir au niveau des enfants. Nous sommes dans j'allais dire, dans l'évanescent, dans le monde ne revient pas, mais tout est provisoire, tout est rapide, les SMS. Cette culture-là déjà nous place dans cette problématique-là, que d'une certaine façon, s'asseoir à table, sécher, peiner, et avoir le plaisir de peiner, ça a disparu. Or, nous savons tous, je prends le cas particulier des mathématiques, c'est dans la douleur que l'on l'acquiert. Dire autre chose, c'est tromper les enfants. Malheureusement, nous avons tendance aussi, parce qu'il faut vendre, à vouloir faire comme si on pouvait accéder aux mathématiques sans effort. On pouvait accéder aux sciences sans effort. Ce n'est pas possible. Ça, déjà, il faut que les enfants en soient convaincus. Maintenant, un effort, on peut accepter de le fournir dans la gaieté. Et ça, c'est la dimension de la motivation. Comment faire en sorte que l'enfant accepte cet investissement? Et ça nous interroge, nous, enseignants, dans nos pratiques de classe. Tout ce qu'on a vu depuis hier participe un peu de cela. Le développement de Mamadou Sangaré hier participe de cela. C'est des aspects que nous devons prendre en charge. Même les problématiques de l'interdisciplinarité, telles que évoquées tout à l'heure par Khadijadou, participent de cela. Se dire que nous devons vendre notre discipline. Nous devons vendre nos disciplines au niveau des élèves. Tous les sachants connaissent, savent l'importance des mathématiques. Tous les sachants savent l'importance des sciences. Mais l'enfant que nous avons devant nous n'est pas un sachant ou n'est pas encore un chasseur. Celui-là, on a à lui ouvrir les yeux. Celui-là, on a à le convaincre. Celui-là, on a à lui vendre la discipline. Et pour lui vendre la discipline, nous sommes quelquefois obligés de le trouver sur son terrain. D'où toutes les choses que nous avons évoquées depuis hier, chercher des choses qui ont du sens pour l'enfant, aller peut-être dans ses centres d'intérêt, trouver des prétextes dans ses centres d'intérêt. Ça, c'est des choses, c'est des problématiques que nous avons à gérer, nous, enseignants. Malheureusement, souvent, on ne s'y efforce pas ou on ne s'y implique pas comme ça se devait, assez souvent par ignorance et par incompétence. Je le disais tout à l'heure, après l'intervention de Khadijadou,
Vraiment, si on a conscience des enjeux qui se dressent devant le professeur de sciences de mathématiques en particulier, on doit savoir que la quête constante de tous les instants de savoir, d'information, va être notre monde. Les mathématiques, les sciences en général, les mathématiques en particulier, parce qu'elles sont efficaces, parce qu'elles sont importantes, elles sont attendues de partout. Elles vivent partout. Madame Drago disait tout à l'heure, effectivement, les mathématiques, c'est partout. Mais partout, dans tout, il n'y a aucune activité de la vie sociale où les mathématiques ne sont pas visibles, ne pourraient pas être visibles. Et c'est ce qui fait la difficulté. Est-ce que moi, enseignant, j'ai suffisamment d'informations, j'ai suffisamment fait d'efforts de recherche pour voir les mathématiques qui dorment dans chacune de nos activités, pour voir les mathématiques qui dorment dans tous les centres d'intérêt que pourrait avoir l'enfant qui est devant moi. Si je ne fais pas cet effort-là, je risque peut-être de prêcher dans le désert. Je vais parler à cet enfant-là, ce que j'évoque pour porter mon cours ne l'interpelle pas, il ne se sent pas concerné. Et donc, malheureusement, on perd son engagement. Beaucoup de mathématiciens, professeurs aussi, à la limite, ne comprennent plus les mathématiques. Parce que les mathématiques, c'est aussi l'acceptation de l'égale dignité des formes d'excellence. Toutes les formes d'excellence sont d'égale dignité. Or, on a tendance à vouloir faire comme si il y avait une discipline reine, entre guillemets, qui trônerait sur toutes, et toutes les autres, c'est des riens. C'est une lourde erreur. Je crois que si on comprend bien les mathématiques, c'est un domaine d'investigation avec ses méthodes, avec ses manières, qui respecte aussi les autres domaines avec leurs méthodes, avec leurs manières. Je crois que le prof de mathématiques a intérêt pour vendre sa discipline à porter en même temps que sa discipline la valeur des autres disciplines, ce que ça apporte à la société, leur efficacité, leur intérêt, pour que ceux qui se sentent bien dans ces disciplines-là puissent aussi, au sortir de cela, savoir, sachant que les mathématiques les respectent, sachant que les mathématiques interviennent, peut-être par ricochet, peuvent aller vers les mathématiques. Ne comprennent pas, parce que là aussi, faire des mathématiques, ce n'est pas tout simplement manipuler des objets dits mathématiques. Les mathématiques, c'est aussi une démarche. C'est un mode d'investigation. C'est un langage. Malheureusement, quand on voit maintenant les enfants forts ou les enfants, excusez-moi, mes collègues, certains collègues, on a froid au dos. Monsieur Bassir Diakham, je crains qu'on dise que je vous ai fait la part belle. Cette question. Donc, il faut dire qu'il y a cette dimension enseignement quotidienne des mathématiques, des sciences en particulier. Si on n'est pas vigilant, nous allons tuer nos disciplines, parce qu'on ne les vend pas suffisamment. Il y a, j'allais dire, les autres dimensions, la dimension managériale et sociétale. Nos sociétés, sénégalaises en particulier, à la limite, tout ce qui est promu, si on les analyse bien, Madame Dabo disait tout à l'heure, ces émissions qui ont été zappées au profit d'autres émissions. Mais tout ce qui est mis en valeur est à ce que moi j'appelle des antivaleurs. C'est les antivaleurs entre guillemets. Je ne dis pas qu'il ne faille pas aller vers, la relaxation, vers comment ça s'appelle, c'est aussi notre vie, c'est aussi la vie. Mais il ne doit pas y avoir que ça. Malheureusement, à
à voir un peu ce que l'on met en scène dans nos sociétés. Je vais enchaîner avec la troisième question. Comment promouvoir les filières saines? Voilà. Donc, à voir un peu ce que l'on voit dans nos sociétés. Vraiment, nous n'y sommes pas toujours. C'est des modèles, c'est des antivaleurs qui sont présentés comme modèles. Rarement, on verra mis en situation valeureuse des hommes, des femmes, des élèves, filles ou garçons qui excellent dans les domaines des sciences. Ça, je crois que nous avons un effort à faire dans ce domaine. Et aussi, politiquement, je crois que les sociétés, elles doivent aussi, disons, se mouvoir, certes, mais le politique, l'une de ses responsabilités, c'est de façonner la société. C'est d'avoir une vision et de faire en sorte que, progressivement, que la société chemine vers cela. Malheureusement, si moi je vois le Sénégal, ça me fait peur. Marcel Toutas, comme on dit ce que l'on veut, on fait ce que l'on veut, et c'est ce que l'élève voit tous les jours. Donc ce qui est fait tous les jours en dehors de l'école, ça, fondamentalement, ce que l'on construit à l'école le matin. On construit le matin à l'école, il sort et tout est détruit. Et malheureusement, c'est là, personne ne dit rien. La culture du non-effort, c'est le Sénégal. Ceux qui réussissent, quels sont-ils au Sénégal? Ceux qu'on appelle, quels sont-ils au Sénégal? C'est ceux-là, ou c'est des politiciens, tu ne les vois jamais, tu ne les as jamais vus avec un parcours professionnel sérieux, qui roule avec, voilà, socialement parlant, ils sont valorisés. C'est, je ne sais pas, des charlatans anti-guillemets qui occupent les médias, qui font prévaloir la notion de magie. Donc il n'y a rien de sérieux, rien de rigoureux. C'est un coup de baguette magique qui règle les problèmes. C'est ça aussi la société sénégalaise. C'est parce que je suis, je ne sais pas, d'une certaine forme maraboutique, tout dans la vie m'est donné. Pour quelle raison? Même si je ne comprends, je ne connais rien du tout. C'est ça la société sénégalaise. Je le dis, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. Voilà ce que nous vivons et voilà ce que nous mettons en valeur. Et ça donne de mauvais exemples, effectivement, à nos élèves. Si à cet élève-là, qui vit ça tous les jours, on lui demande de faire un effort à l'école, de travailler, de suer à table, et il va nous rire honnête. Il va nous rire honnête. Donc, c'est politiquement managérial. Mesdames, vous allez me tirer l'oreille. La dimension managériale, c'est-à-dire le système, dans son pilotage, de mon point de vue, pêche. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de belles initiatives peut-être, mais de façon tellement isolée, de telle façon tellement décousue, qu'on n'en voit pas les effets brique après brique. Il n'y a pas une centralisation, il n'y a pas une capitalisation. Et donc, malheureusement, on s'agite, mais au finish, en termes d'impact, ce n'est pas toujours très visible. Là, nous avons toujours dénoncé. Malheureusement, ça tarde encore à être solutionné. Dans nos propositions, bien sûr, si l'occasion est permise, nous allons projeter quelques éléments de proposition. Il faudra donc, à ce moment-là, je crois, faire un effort dans cette direction. Merci beaucoup, je ne peux plus avancer. Voilà. Le chef me tient par là. Merci beaucoup. Je t'arrête. On redemande encore, mais c'est des contraintes de l'organisation. Mesdames, je vais revenir vers vous. Et vous allez enchaîner avec les deux questions qui suivent. Les problèmes et difficultés rencontrés par les filles dans l'apprentissage des sciences et peut-être comment promouvoir les filières scientifiques. Vous pouvez en même temps répondre à cette question. Merci, monsieur le
modérateur. Donc, pour la deuxième question, je pense que la faible représentativité des femmes, ça marche mal. Donc, la faible représentation des filles et des femmes dans le domaine des sciences pourrait être imputée à des contraintes socio-culturelles défavorables à l'accès et au maintien des filles dans ces filières. Donc, je vais parler sur le plan psychologique, par exemple. Il y a les préjugés, les perceptions négatives ancrées dans la tête des filles et de leurs parents. Nous avons une mentalité collective qui pense que les garçons sont plus aptes à faire des sciences que les filles. Et les parents aussi ont moins de confiance en leurs filles dans l'apprentissage des sciences et pensent que c'est des disciplines masculines. Mais je pense que de mon point de vue, en fait, la science n'a pas de sexe. Les parents pensent aussi que la science n'est pas faite pour les filles et ne les encouragent pas à faire ces filières. Donc, ne doivent pas faire d'études très longues parce qu'ils ont des exigences familiaux et ils les affectent en fait les rôles sociaux. C'est-à-dire la fille doit être mère, la fille doit se marier. Donc il y a toutes ces contraintes-là qui pèsent sur les filles. Pour les filles, je pense qu'elles sont vraiment confinées aux travaux domestiques après l'école. Donc quand elles reviennent à la maison, là, il y a le surcharge de travail, les exigences familiales qui réduisent le temps d'apprentissage à domicile et n'ont pas assez de temps consacré à leurs études. Ça aussi, ça fait partie des contraintes majeures que les filles rencontrent. Mais aussi, il faut rajouter à cela les violences de genre en milieu scolaire, avec les harcèlements de leurs camarades, mais surtout certains des enseignants. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de grossesse et de mariage précoce. Donc ça fait partie vraiment, sur le plan psychologique, des contraintes qui font que les filles ont du mal à réussir dans ces filières. Sur le plan de l'enseignement des sciences, donc du préscolaire en passant par l'élémentaire jusqu'au supérieur, nous notons un manque de mesures incitatives pour attirer les filles à faire ces filières-là. Donc il y a la multiplication des sciences chez certains enseignants qui rendent les sciences vraiment difficiles. Je pense que je ne vais pas trop insister parce qu'on en a beaucoup parlé depuis hier. Il y a aussi les coefficients très élevés de ces matières scientifiques et surtout le manque criard de professeurs qualifiés. Donc, pour prendre en compte la spécificité des filles, parce que je pense qu'il y a une approche autre, c'est-à-dire il y a une façon d'approcher, c'est-à-dire d'encadrer les filles, donc qui n'est pas la même chose que les garçons. Donc, tenir compte de toutes les difficultés que ces filles rencontrent au niveau des écoles. Le manque d'informations aussi sur les métiers scientifiques, ils font qu'ils n'ont pas envie d'aller continuer dans ces matières-là. Mais aussi, il faut noter l'environnement non scientifique. Par exemple, autour d'eux, il y a l'absence d'image modèle de réussite scientifique, surtout s'il s'agit de femmes. Mais aussi la prédominance du personnel de sexe masculin dans les sciences. Et pourtant, le gouvernement a mis en place des mesures incitatives pour inciter les filles à choisir ces filières. Maintenant, comment, pour la troisième question, donc je viens à la troisième question, comment promouvoir les filières scientifiques? Donc moi, je pense que de mon point de vue, il faut sensibiliser les parents et les élèves sur l'utilité de la science dans le développement d'un pays
en leur présentant des modèles de réussite dans ces filières-là, informer sur les carrières scientifiques, c'est-à-dire les métiers, mettre en place des mesures incitatives pour susciter les vocations chez les élèves à choisir ces filières, par exemple mettre en place des prix ou bien des bourses donc, pour tous les élèves qui ont choisi à faire les sciences. Si je prends l'exemple du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ils avaient mis en place, pour promouvoir les études scientifiques, ils avaient mis en place des bourses pour tous les élèves qui ont choisi d'aller faire la science, mais avec une discrimination positive de 7% pour les filles. C'est-à-dire qu'il y avait plus de bourses pour les filles qui avaient choisi donc, de faire ces filières. Au niveau de l'enseignement supérieur aussi, pour les femmes, il y avait le programme d'appui pour la promotion des enseignantes-chercheurs, le PAPES, pour promouvoir la carrière des femmes du supérieur. C'est un fonds compétitif réservé uniquement aux enseignantes et aux chercheurs. Et aux doctorantes aussi, qui permet le financement de travaux de thèse, de rédaction d'ouvrages, voyages d'études, congrès, projets de recherche. Aussi, il faut noter la mise en place de l'Université virtuelle du Sénégal, donc avec ses 50 espaces numériques ouverts donc, à travers tous les pays. Donc, c'est des espaces où vraiment on peut faire des animations scientifiques dans ces espaces, mais aussi qui peut aussi attirer les filles à travailler dans les sciences parce que c'est accessible, c'est à côté de leur lieu d'habitation. Donc ça aussi, je pense que c'est important. Mais la création aussi de centres de recherche et d'essai, donc au 27 au niveau national. Ces centres aussi sont des centres où on peut faire la forme. C'est un centre de transfert de technologie, mais de vulgarisation et de valorisation des résultats de la recherche, donc auprès des jeunes, avec des formations, mais aussi auprès des femmes, donc des groupements féminins, donc pour surtout essayer donc de promouvoir donc la culture scientifique auprès du grand public. Mais la mise en place aussi de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel, donc ces instituts aussi, c'est des formations très courtes, mais aussi qui sont orientées vers les filières scientifiques. Pour l'éducation nationale, donc je vais peut-être donner quelques exemples. Donc, il y a le concours Miss Math, Miss Science, donc initié par le ministère donc, depuis quelques années maintenant. Mais c'est surtout pour valoriser la beauté intellectuelle et non les atouts physiques de la fille. Et il y a le conseil scientifique en maths et sciences pour prendre en compte les difficultés qui sont rencontrées par les filles donc, au niveau des écoles. Et je pense que ce serait important aussi de reprendre les camps scientifiques de vacances, donc, qui avaient donné vraiment beaucoup de satisfaction, et redynamiser les clubs scientifiques, qui sont des cadres d'échange et d'information et de partage aussi et de renforcement de capacités pour les élèves. Et enfin, je pense que c'est important aussi de faire accéder les femmes scientifiques aux postes de décision. Ceci va constituer un levier pour la promotion des filles, dans les sciences, mais surtout ces femmes aussi seront des porte-parole de toutes les femmes à la mise en œuvre de politiques prenant en compte leurs besoins et leurs intérêts. Et donc l'exemple au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, je pense qu'ils ont fait orienter cette politique de nomination de femmes dans les hautes sphères du ministère avec des directrices au niveau des directions et aussi des secrétaires généraux. Et je pense que ça, c'est très important. Et aussi au niveau du ministère, aussi, sur les 5 ISEP, on a 3 directrices sur les 5. Donc ça aussi, ça permet d'avoir des modèles de réussite pour les filles. Merci. Merci beaucoup, Madame, pour les propositions pertinentes de résolution. Certainement, vous allez nous envoyer une note. D'accord. Pour retenir toutes ces propositions
tout temps importante. Merci. Madame Rufina, vous avez la parole. Et les deux questions, les filles et la promotion des filières. D'accord, merci. De manière générale. Bon, je dirais d'emblée que dans le monde entier, il existe depuis des années un écart important entre les sexes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, ou STEAM. Bien que les femmes aient réalisé d'immenses progrès quant à leur participation dans l'éducation supérieure, elles restent sous-représentées dans ces catégories scientifiques. L'égalité des sexes a toujours été une question majeure pour les Nations Unies. L'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont cruciales non seulement pour le développement économique du monde, mais aussi dans la réalisation de tous les objectifs et des cibles du programme de développement durable à l'horizon 2030. Nous entendons par là les ODD. Le 14 mars 2011, la Commission de la condition de la femme a adopté, au cours de sa 55e session, les conclusions d'un rapport sur l'accès et la participation des femmes et des filles dans l'éducation et la formation, les sciences et la technologie et sur la promotion d'un accès égal à l'emploi à temps plein et un travail décent. Le 20 décembre 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies toujours a adopté une résolution sur la science, la technologie et l'innovation au service du développement dans laquelle elle considère, entre guillemets, qu'il est impératif de donner aux femmes de tous âges les moyens d'accéder et de participer pleinement sur un pied d'égalité aux activités scientifiques et techniques et à l'innovation pour assurer l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Les STEAM sont dans toutes les sphères de notre vie au quotidien. Je pense que vous conviendrez avec nous. Et les filles, les femmes qui sont sous-représentées. C'est un grand paradoxe. Nous sommes plus de 52% de la population au niveau mondial. Donc, il faut compter avec notre représentativité pour que les deux sexes puissent participer au développement durable de nos pays. Comment expliquer cet état de fait? Au Sénégal, nous avons 62% de femmes qui sont analphabètes. Et selon l'ancien ministre de l'Éducation, un ancien ministre de l'Éducation, M. Serigne Mbaye Thiam, qui s'exprimait lors de l'évaluation de la première phase de la recherche action sur la mesure des apprentissages et de l'alphabétisation RAMA, dont les acteurs cherchent à mesurer les apprentissages en alphabétisation dans 12 pays de cet espace. Et en ce qui concerne le Sénégal, il serait injuste de prétendre que rien n'a été fait. Des efforts louables ont été entrepris par l'État dans le domaine de l'éducation en général et dans celui de l'enseignement des sciences et de la technique en particulier. Il est bien connu que ces efforts sont toujours limités dès le départ par des considérations financières. Il ne fait aucun doute que certaines actions auraient eu une toute autre portée si elles avaient été précédées d'une meilleure préparation et s'ils avaient bénéficié de davantage d'imagination, de cohérence et de suivi. Alors, on dit que les femmes sont désavantagées. Un point particulier. Je commencerai par mon cas précis. Quand je suis arrivée à la faculté de sciences, je suis un pur produit de cette université, la promotion 77-82. On nous appelait les garçons manqués. Pourquoi les garçons manqués? On n'en demeure pas moins féminine que les autres filles qui étaient dans les autres facultés. Une autre remarque, quand on est sur une liste, moi personnellement, on mettait tout le temps monsieur devant mon nom. Pourtant, ça nous a plutôt boosté parce qu'on était confrontés à des colibés, on était
confrontée à des railleries, moi personnellement, cela m'a poussé. J'ai dit, je ne laisserai pas tomber. Et dans ma famille, certains me disaient, c'est très difficile, mais je pense qu'il faut y aller avec beaucoup d'ambition, de motivation et de conviction. J'ai un obstacle devant moi, ou je passe par-dessus l'obstacle, ou je le contourne. Moi, c'est cela ma philosophie. Et je pense que ça finit par payer. Le cerveau n'a pas de sexe. Madame la directrice a dit tout à l'heure que la science n'a pas de sexe. Le cerveau non plus n'a pas de sexe. Et il n'y a pas cette fameuse bosse des mathématiques. Je ne crois pas, nous ne croyons pas. Concernant la communication, est-ce que l'université Cheikh Anta Diop a une radio? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez une tranche horaire qui est dédiée à différentes disciplines? Parce que je ne connais plus les réalités de l'université Cheikh Anta Diop. Si cela n'est pas encore fait, peut-être je jette sur la table une proposition, que les jeunes viennent communiquer, inviter des femmes et des hommes de science pour communiquer. Nous avons aussi été membres de FEMSA parmi nous, peut-être qu'il y en a qui connaissent ou qui ne connaissent pas, entre 1992 et 2001. C'était un projet qui est né de FAWE. FAWE, c'est Forum for African Women Educationalists. Je prononce comme une francophone en anglais. Et FEMSA, c'est Female Education in Mathematics and Science in Africa. Et nous avons travaillé pendant 3 ans et nous avons eu l'idée de créer AFSTEC Sénégal. Parce que tout simplement, quand un projet meurt, le financement aussi s'en va. Il fallait continuer, capitaliser ce qu'on avait. Au niveau international, l'AFSTEC s'est affilié à l'INWES, International Network of Women Engineers and Scientists. C'est un grand réseau de femmes scientifiques et ingénieurs qui a son siège à New York aux USA. Il y a un chapitre africain, African Regional Network, dont je suis la présidente. Mais nous travaillons d'une manière très difficile parce que c'est difficile de s'arrimer aux ministères qui n'ont pas les mêmes agendas que nous. Pour chercher un partenaire, c'est la croix et la bannière. Comment réussir à faire la promotion des sciences en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que citoyenne tout court, quand les ministères n'ont pas une oreille attentive par rapport à nos préoccupations communes? Moi, je pense que là, il faut prêcher pour une démarche commune, pour une coopération, pour vraiment un partenariat entre l'État, le démembrement de l'État et la société civile. Moi, je pense que c'est ce qui pourrait renforcer tout ce qu'on aurait à faire ensemble. Je passe à la deuxième. Les filles, rapidement, très rapidement. Les filles sont plus désavantagées que les garçons, car elles sont non scolarisées, nous l'avons dit, elles sont sous-scolarisées et manquent de suivi, et dramatiquement, d'une manière très dramatique, elles sont déscolarisées. Victimes de mariage précoce et de grossesse précoce, submergées par les travaux ménagers, Madame la directrice l'a souligné, elles sont éloignées des femmes modèles en STEAM et victimes de conditions d'apprentissage, d'enseignement-apprentissage inadaptées. Comment promouvoir les filières scientifiques? Il nous faut de la chirurgie. Il faut une réforme profonde du système éducatif. Aujourd'hui, nous sommes là, mais moi, ça me renvoie à 20 ans. C'est comme si ce que nous disons aujourd'hui, on l'a dit il y a 20 ans, mais qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a bougé? Il faut qu'on évalue ce que l'on fait. La valorisation des filières et carrières scientifiques et techniques, la valorisation des femmes et des hommes en sciences. Les femmes et les hommes en sciences ne sont pas suffisamment écoutés. Quand on a des inondations, il faut écouter les scientifiques. Avant qu'il y ait des inondations, il faut écouter les scientifiques. Avant l'urbanisation, il faut écouter les scientifiques. Moi, je pense que nous, on fait profil bas. On est toujours dans nos laboratoires, derrière les microscopes, et puis on ne se mêle pas aux gens qui prennent
les décisions. Nous devons prendre notre place, pas de politique de la chaise vide. La communication estime à travers les émissions radio et TV réclame le temps d'antenne pour la promotion de la culture scientifique. Pourquoi on donne des cachets à des animateurs qui font la musique, qui font le sport? Pourquoi on ne donne pas des cachets aux gens qui font la promotion des sciences? C'est une injustice criarde. Sensibiliser les parents et la communauté. Voilà, je pense. Merci madame. Merci. Au niveau national et international, aussi je vais vous demander de m'envoyer une petite note pour certaines propositions. D'accord. Bachir Diaram pour la fin. Merci, Madame. Voilà. Pour ce qui est des filles, je crois que les devancières vont marcher sur la langue comme les autres. Peut-être à la suite de C'est un enseignant. Il est dans les classes. À la suite de Rufina, dire que ces problématiquement, je l'avais dit d'ailleurs tout à l'heure, sont vieilles. Je sais que pour la problématique de l'insertion des filles dans les filières scientifiques, nous avions déjà, dans le cadre du projet HPM, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce projet-là qui nous a permis de rédiger les manuels SIAM de mathématiques que vous utilisez actuellement dans les écoles. Lors de notre dernier séminaire de Bamako en 2002, nous avions déjà élaboré une stratégie pour intéresser davantage les filles dans les matières scientifiques, dans les mathématiques en particulier. Et tout ce que l'on agite actuellement par rapport à femmes modèles, par rapport à discrimination positive, par rapport à aller vers les familles, tout ça, on l'avait agité, mais malheureusement, le suivi n'y est pas. Pour parler aujourd'hui, je sais que cette problématique est remise en selle dans le cadre de nos programmes de mathématiques d'ailleurs. Madame Silla est là, Fagé. Nous avons une sous-commission qui travaille sur la problématique du genre. Et les jeunes collègues toujours nous disent que mathématiques et genre, qu'est-ce qu'il faut avoir? Bon, on est en train de commenter notre fait de fabriquer des choses qui permettent de prendre en charge cette dimension-là dans notre enseignement de mathématiques. Mais je dirais que la problématique est une problématique d'abord sociale, parce que la culture, notre culture, Madame la directrice l'a évoqué tout à l'heure, au final aussi est revenue sur ça. Oui, la femme avait une certaine place, cette place-là est associée à certaines activités. Et donc, malheureusement, on a pensé à un certain moment que les sciences, les techniques, certains métiers n'étaient pas faits pour les femmes. Ce paradigme-là, il faut le changer partout et tout le monde doit mettre la main à la pâte. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Je crois que les gens sont maintenant suffisamment sensibilisés. Il faudra en synergie vraiment porter ce combat-là pour que les filles, enfin, soient libérées de ce parcours social. Et peut-être là aussi, interroger ou titiller un peu nos sœurs. Très souvent aussi, on fait des déclarations, ce que disait Sangaré hier, à savoir, il y a plusieurs acteurs qui jouent en moi, en tant qu'humain. Il y a l'intellectuel, il y a le terme, il y a le religieux, il y a le tel, il y a le tel. À chaque fois que je me produis, c'est un de ces acteurs-là, en général, qui se produit. Mais l'idéal serait que cet acteur qui se produit soit la résultante de tous les acteurs qui font ce que je suis. Malheureusement, très souvent, ce n'est pas la résultante, c'est un des facteurs qui émerge, qui prend le tout, et qui fait, encore, irruption, et quelquefois avec les manquements que l'on connaît, parce qu'aucun de ces acteurs n'est complet.
ce que j'ai l'habitude de dire, dans nos maisons, on commence déjà dans nos maisons. J'ai dit, il n'est pas normal que tout le travail qui se fait à la maison soit porté par les filles. Ce n'est pas normal. Et vous, les femmes, vous êtes les premières à éduquer vos enfants en général comme ça. Même si on déclare autre chose, à la maison, on éduque les enfants comme ça. Ça, c'est pas pour les garçons, ça. Même faire son lit, le petit garçon ne le fait pas. Il faut que sa sœur vienne lui balayer sa chambre, lui faire son lit. Mais ce n'est pas normal. Et ça, il faut qu'on commence par ça. Et malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Moi, je commence par chez moi et je sais que c'est un peu la même chose partout. Vraiment, le combat est d'abord à mener au niveau des maisons, pour ensuite sortir dans la rue et ensuite dans la vie et à l'école, ça va être facilité. Voilà ce que je pourrais dire dans toutes les vies. Pour les innovations, les recommandations, moi j'avais prévu des choses. Voilà. Je vais commencer par quelques menaces que nous avions, parce que ce problème est vieil. On a travaillé dans le cadre de la préparation de la lettre politique sur la promotion de l'enseignement scientifique. J'ai présidé la sous-commission enseignement de promotion de l'enseignement scientifique. Je sais qu'il y a une quinzaine d'années, l'association des professeurs de mathématiques avait organisé un séminaire sur le même thème. J'avais eu à faire un exposé sur ça. Voilà, j'ai un peu fondu tout ça. Je disais qu'il faut que nous soyons attentifs à certaines menaces, dont l'accroissement bien sûr, la capacité d'accueil, le risque d'aggravation de l'indigence, du financement endogène, parce que notre pays aussi ça pêche, parce que ça bouge seulement quand il y a un partenaire étranger qui vient nous appuyer. Ce n'est pas normal. Il faut que l'on se donne les moyens de faire notre politique nationale. Le partenaire extérieur vient après appuyer. Mais aucun des projets que l'on dit là n'a été initié de but en blanc, du début à la fin par le financement national. C'est toujours un bailleur qui vient. Après, il prend ses billes. Est-ce qu'on a capitalisé? On n'a pas capitalisé. Ça aussi, il faut que ça cesse. Je crois que vraiment un financement endogène, permanent, doit être trouvé pour que l'on puisse effectivement aller vers nos ambitions. L'accentuation du manque de confiance, formation-emploi, parce que l'école aussi, malheureusement, de plus en plus est effritée par ce phénomène-là, le blocage accru de l'insertion, le risque de renforcement des entités discrétes de l'école, qu'on soit conscient de ça ou pas, socialement parlant, tous les jours, l'école est agressée, pour ne pas dire discréditée. Agressée, discréditée par nous-mêmes peut-être d'abord, par l'instabilité permanente. Nous ne sommes pas exclusivement les responsables, mais nous avons une part de responsabilité, par aussi ce que produit l'école par la suite. Et tous les jours, dans les médias, vous verrez, les gens à la limite, on raille l'école, je n'ai pas fait l'école. Donc c'est insidieux, mais ça sape le moral des enfants. Ça sape le moral, ça discrédite l'école. Et tous les jours, cette entreprise de discrédit est sur la place publique. Les enfants n'ont pas suffisamment de maturité pour pouvoir déjouer ça. Et les adultes, peut-être, ne sont pas suffisamment avertis pour attirer leur attention. Et ça risque malheureusement de faire mouche. Le risque d'hypothèque du développement social, bon, ça vraiment c'est évident. Installation d'une école à deux vitesses. L'école telle que ça fonctionne actuellement, si on y prend garde, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, l'école de la République, elle est fondamentale. C'est parce qu'il y a eu cette école généreuse de la République que beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire nous tous, nous sommes là. S'il n'y avait pas cette école-là, beaucoup d'entre nous seraient encore en train de faire quelque chose. Donc je crois qu'il ne faut pas que nous hypothéquions cette école de la République dans sa générosité, dans vraiment l'offre d'ascension sociale en direction des enfants. Malheureusement, de plus en plus,
on perd cette dimension. Arrêt de la mise en place de contributions partenaires techniques, financiers, du fait de retard. Là aussi, nos projets bloquent très souvent parce que la mobilisation du financement des partenaires techniques n'est pas toujours évidente. Et aussi, quelquefois, parce que le partenaire, bon, il a d'autres centres d'intérêt, il peut prendre ses billes et aller faire autre chose. Malheureusement, et ça nous trouve toujours au milieu du guet, il y a quand même, de mon point de vue, quelques opportunités qu'il ne faut pas que nous rations. Il y a l'implication du secteur privé, Sangaré le disait hier, c'est devant le CNP, le Conseil national du partenariat, qu'il a vu qu'il y avait cet accord-là, ça existe, on ne l'exploite peut-être pas suffisamment. L'instauration de la recherche-action sur le développement et une activité réflexive sur les pratiques, ça aussi c'est des opportunités, de plus en plus on est dans ce domaine-là, les facultés se développent, la FASTEF se déploie de plus en plus, même si les moyens n'y sont pas. Dans beaucoup d'autres universités, il y a des secteurs de ce type-là. Je crois que c'est peut-être une chance que nous devons saisir pour vraiment interroger notre système, interroger nos pratiques, afin de trouver des remédiations à nos problèmes. Mise en cohérence des initiatives, de construction du dispositif suivi intégral des activités. Ça aussi, c'est au moins un vœu. Je crois qu'il faut prendre la balle au rebond et essayer d'aller vers la matérialisation. Il y a l'acte 3 de la décentralisation, qui est aussi, de mon point de vue, un bon intrant qu'il faudra exploiter. Il y a l'implication du secteur privé. Voilà, entre autres. Maintenant, pour les recommandations, vous disiez, pour aller vers un équilibre durable, je crois que fondamentalement, c'est d'abord la stabilisation des années scolaires et académiques, le respect du cadre temporel. Ça fait de tort, ce non-respect du cadre temporel fait du tort à toutes les disciplines, mais surtout aux disciplines scientifiques, par leur caractère cumulatif. Ce que l'on apprend au CI, on en a besoin en terminale. Si ça manque, il va y avoir un hiatus en terminale. Mon Amadou Kam n'est pas là. Je n'ai pas fait mon cours sur Napata Moyeroé de troisième, je ne sais pas, de quatrième. Ça ne m'empêche pas de faire mon cours de terminale sur la Deuxième Guerre mondiale et de performer. Mais je n'ai pas fait mon cours de géométrie de troisième, mais ça me suit. Donc il est capital de stabiliser les années scolaires. Il est capital de respecter les plans temporels pour que, enfin, nos programmes puissent effectivement être déroulés. Cette année, on a déjà perdu combien 2 mois. On nous dit, oui, maintenant, il faut trouver les moyens d'alléger. On a, quand même, un système ne fonctionne pas comme ça. Et ça fait du tort aux sciences, aux mathématiques en particulier. Ça, on ne le dira jamais assez. Malheureusement, les politiques n'ont peut-être pas la même sensibilité, mais il est bon que nous continuions à crier ça sur tous les toits pour qu'enfin nous soyons entendus. La mise en place et aux capacitations d'un centre unique de responsabilité, je disais tout à l'heure, problème de management, il faut un centre de responsabilité qui gère pour que l'on puisse garder la cohérence, qu'on puisse savoir les pas qu'on fait, dans quelle direction on les fait, qui fait quoi et comment ça se met en synergie. Mais la DMG fait ceci, le DMC fait ça, l'IA fait ceci, l'inspection générale. Chacun dans son coin fait des choses et c'est hétéroclite. Quelquefois même c'est des répétitions. Je crois que ça ne nous fait pas avancer. Il est temps de s'arrêter, de réfléchir et de confier vraiment ce management dans une direction donnée. Maintenant, après, il faudra évaluer, il faudra sanctionner éventuellement. Mais il faudra le faire à mon sens. Revisiter les effectifs pendant les enseignements en mathématiques et en sciences. Les effectifs pléthoriques, on dit bien peut-être, mais en sciences, c'est handicapant. En sciences, c'est handicapant dans toutes les sciences, en mathématiques en particulier. Parce que ça demande un enseignement rapproché.
il faut individualiser de plus en plus notre enseignement. Et ça ne peut pas se faire avec des classes de 60, de 70, de 80, quelquefois même de 100. Vous prenez des élèves, parce qu'ils sont en 6e, on dit que ce n'est pas important, on les met en 80, il y a un professeur, quelquefois mal formé, on lui donne cette... C'est pas possible. Il le fait en 6e, en 5e, en 4e, il vient en 3e, maintenant on va mettre un expérimenté. Il va faire du bachotage. Tout le monde sait, nous avons tous fait la 3e. On peut faire du bachotage, réussir son épreuve de BFM et être nul en mathématiques. On peut le faire aussi au baccalauréat. Préparer à l'examen et former en mathématiques, ce n'est pas pareil. On peut préparer quelqu'un à un examen, le faire réussir alors qu'il n'est pas formé en mathématiques. C'est valable dans toutes les autres disciplines. Ça aussi, c'est une dimension importante. Malheureusement, ce n'est pas toujours vu comme ça. Définir et mettre en œuvre une politique éditoriale volontariste. Ça aussi, je crois que je ne veux pas être, comment j'ai encore, taxé de, comment j'ai encore, anti-féministe là, parce que j'aurais dit que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Maintenant, avec nos sœurs, il faut être très prudent. À chaque fois que tu sors quelque chose là, on te tape dessus, mais quand même cette expression, je crois, elle est consacrée. Elle est inodore, sans saveur. Voilà. Donc, je crois que réduire le curriculum selon l'approche par les compétences, en faisant de sorte que l'enseignement des mathématiques et des sciences en soit l'épine dorsale de la case des tout petits à l'université. Quelqu'un le disait tout à l'heure, il faut une certaine unité. Le système, il commence à la case du tout petit, il va à l'université. Et donc, ce continuum-là, il faut le définir et il faut le gérer. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment fait actuellement. Organiser une meilleure confiance entre la formation des enseignants et les options stratégiques retenues. Ça aussi, on forme, quelquefois, nous, à la limite, je ne sais pas que je tire la couverture de mon côté, à la face encore, on fait l'effort d'eux, parce qu'on a une certaine expertise, une certaine ancienneté là-dedans, mais ce n'est pas toujours le cas partout d'ailleurs. Je le dis, ma taille, comme dirait l'autre. Mise en place et application des mesures incitatives adéquates pour mettre les STEM au cœur de notre système éducatif. Indemnité, ça a été agité pour les enseignants, bourses de STEM pour les apprenants, entre autres. Promouvoir plus d'équité par une discrimination positive au profit des porteurs de handicap. Ça aussi, je crois que c'est important. Élargir l'assiette, c'est aussi aller vers l'inclusion. C'est tous ceux qui ont porté de handicap, il faut vraiment le prendre la pêche. C'est de l'ordre de l'équité. Veiller une meilleure articulation des stratégies d'intervention des différents ministères concernés pour une politique efficace de promotion de l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technique. Il est heureux que cette fois-ci, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ait été représenté d'une certaine façon par le collège de technique de l'instruction générale. M. Diouf, qui vient de nous quitter, fait partie de ça. Je crois qu'il faut là de plus en plus, dans nos activités, que nous ne perdions pas de vue que notre ministère est éclaté. Nous sommes à l'éducation nationale, mais il y a l'enseignement supérieur, il y a l'enseignement technique, c'est tout ça le système éducatif. Je crois qu'il nous faut aussi aller un peu dans cette direction-là aussi. Aménager des passerelles entre l'enseignement général, l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ça aussi, je crois que cette rigidité-là nous fait augmenter, disons, la déperdition. Quelqu'un peut s'engouffrer dans une voie, se rendre compte que ce n'est pas forcément, il s'est trompé. Il faut lui donner les moyens de retourner et de faire autre chose. Malheureusement, en général, il est perdu parce qu'il a fait un mauvais choix au départ. Ça aussi, je crois que ce n'est pas profitable pour le système. Prendre en charge de façon plus efficace et plus effective et plus efficiente la promotion et la cohérence d'ensemble des enseignements de mathématiques, des sciences et des techniques. Ça, bien sûr, il nous faudra réinterroger nos programmes par rapport à la technique. On a essayé de faire l'effort dans l'enseignement technique, quand on a réformé le programme de l'enseignement technique. C'était ensemble, toutes les disciplines se sont réunies pour essayer de voir quels sont les besoins. De quoi a besoin le technicien, l'électricien, le conducteur, la mécanique, la construction mécanique, voilà. Et on a essayé de
trouver une source qui a débouché sur les programmes que nous avons actuellement. Vous pouvez résumer davantage? Voilà. Formation et recrutement des professeurs qualifiés en sciences et en nombre suffisant. Oui. Bon, C'est pas la peine d'expliquer. ouais, d'accord. Donc, en nombre suffisant, c'est important. Mise en œuvre des initiatives, des intentions affichées en matière de promotion des sciences. Ça aussi, on le dit, mais relèvement du seuil de maîtrise en mathématiques. Parce que aussi, on se rend compte que vraiment, ce que les apprentissages, par les performances que l'on voit, ne sont pas à la hauteur des attentes. Généralisation de la remédiation de tous, à tous les collègues et dans toutes les disciplines. Pour la remédiation, c'était un projet qui avait été initié par la DNG. Ça aussi, parce qu'on était accompagné, je crois qu'il faut pérenniser ça. Et que ce soit effectivement pris en charge par les établissements, par les IA, par les IF. Suivi l'évaluation des cellules, sérieusement pris en charge. Les cellules pédagogiques, ou comme on les appelle maintenant, cellules d'animation, c'est vraiment un maillon capital dans la formation continue des enseignants. Malheureusement, elles ne jouent pas normalement le rôle qu'elles auraient dû jouer. Par manque peut-être de moyens, par manque de supervision, par manque de suivi. Ça, je crois qu'il est important que nous ne perdions pas cet instrument. Restructuration des cellules d'animation, donc les restructurer. Je sais que dans le cadre de l'inspection générale, il y a ce qu'on appelle revisiter la fonction d'inspecteur. Entre autres, on avait parlé de l'accompagnement des cellules pédagogiques. Et donc, c'est des choses qu'il faut vraiment définir et pérenniser. La définition des missions et capacitation des corps de contrôle, ça aussi c'est une bonne chose. Les corps de contrôle, un système, il doit être suivi et contrôlé. Il doit être évalué. Et ces corps de contrôle-là, il faut des capacités. Il faut qu'ils soient en nombre suffisant. Malheureusement, si je prends le cas du moyen et du secondaire, vraiment c'est du saupoudrage. On dit qu'on a des inspecteurs, mais à la limite, on n'en a pas. Actuellement, à Dakar, par exemple, il n'y a aucun inspecteur. Il n'y en a plus. On est en train de former à la façon de la nouvelle porte. Il y a combien? Ils sont combien de temps? Déjà, à Dakar, il n'y en a plus. Ils sont tous partis à la retraite. Donc, c'est pas possible. Il faut qu'on sache que l'on veut. Quand même, former de façon permanente, quand même, ça doit être. Voilà. Définition des missions de développement. Et puis, je dis restaurer l'autorité académique. Le système, de mon point de vue, est trop, j'allais dire, à la merci, entre guillemets, du mouvement syndical. Je n'ai rien contre le mouvement syndical. C'est bien, c'est pour nous les enseignants. Mais quand même, il faut faire la part des choses. Il y a l'activité syndicale et il y a le volet académique. Dans ce volet académique, il faut une autorité. Et ces autorités-là, il faut qu'on les mette dans une situation de jouer le rôle. Vous êtes des inspecteurs, vous le savez, donc à la limite, il va y avoir. Maintenant, c'est fini. Il n'y a pas d'impact. Parce que celui que tu peux voir, c'est à peine, parce qu'il est poli, il va te prendre, te recevoir. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Tu fais des rapports, ça ne fait pas rien. Or, tant qu'on ne restaurera pas ces autorités-là, il ne sera pas possible aussi de faire marcher sur le droit chemin toutes les brebis entre guillemets qui garantissent. Oh, il y en a. Il faut le dire ça aussi, il y en a. Moi, je dis, il faut qu'on assume notre part de responsabilité. Oui, les résultats ne sont pas bons, oui, les examens, les sujets, Mais qu'est-ce que nous faisons nous dans les classes? Qu'est-ce que nous enseignons? C'est une question fondamentale qu'il faut que nous nous posions. Malheureusement, ce n'est pas toujours. Universalisation des projets d'école. Le temps est terminé. Voilà, donc je vais Non, terminer les deux lignes là, ou trois. Voilà. Sans explication. Demander à un enseignant de ne pas expliquer, c'est de demander de se taire. Universalisation des projets d'école d'établissement axés sur les sciences. Voilà. Vous avez demandé des projets d'école d'établissement, c'est une très bonne chose, mais les axés sur les sciences, et que ce ne soit pas un effet de mode.
Souvent, il y a un effet de mode, il y a un bailleur qui accompagne, tout le monde parle de. Après, c'est fini, on n'en parle plus. Or, ça, vraiment, c'est des outils qui me semblent importants, qui peuvent être efficaces. Apporter une discrimination positive en faveur des bacheliers S1 au moment de l'octroi des bourses d'excellence. Ça aussi, c'est toujours un aspect du management. S1, quand je dis S1, c'est ça. Moi, si j'avais à gérer, on me donne un bachelier S1 qui a la mention assez bien, en S1. Je dis, s'il y a à décider de l'orientation et de l'octroi de bourse, d'accompagnement dans certaines filières, je le préfère qu'on donne nos programmes actuels. J'ai enseigné à ce élève-là. Je le préfère au bachelier SD qui a la mention bien. Malheureusement, ceux qui gèrent, ils ne comprennent pas tout ça. Ils comprennent mention bien, mention très bien. Donc, si bien qu'en définitive, ça veut dire que nous sommes des êtres rationnels. Mais l'élève, c'est un être aussi rationnel, ses parents sont rationnels. J'ai un niveau acceptable en mathématiques en première S1. Je vais aller en terminale S2. Je vais avoir la mention bien, la mention très bien. J'ai une bourse extérieure, excellence. Or, manifestement, sur les filières que tu cibles, ton camarade de S1 là est mieux formé que toi. C'est la réalité. Malheureusement, ce n'est pas vu comme ça, et donc ce n'est pas fonctionnement du nouveau BST, là aussi, l'enseignement technique, c'est aussi la formation de la technique et technologie. C'est aussi, bien sûr, en SVT, c'est aussi en PC, et ça, il faut généraliser pour ne pas avoir des écoles à 2 week-ends, dont je parlais tout à l'heure. À Dakar, on a des blocs, les gens peuvent faire des expériences. Chez moi, là, dans mon secours natal, les gens ne peuvent pas. Ce n'est pas normal. Le pays, il est un, il n'est pas normal, et les conditions de vie scolaire dans une localité donnée soient complètement en porte-à-faux avec ce que l'on vit ailleurs. Le voyage de tout le territoire est enrôlé effectivement les élèves. Merci. Voilà, entre autres éléments. On a beaucoup. Comme le